Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous nous retrouvons cette semaine pour une rediffusion de manière exceptionnelle puisque nous avons eu une cascade d'imprévus absolument imprévus, si bien qu'on n'a pas pu enregistrer l'émission que l'on devait vous proposer autour du jeu vidéo cette semaine. Donc à la place, on vous envoie une petite rediffusion, celle sur le Neketsu. Cette émission a à peine plus d'1 an, mais on a l'impression qu'en ce moment, ça serait pas mal de refaire une petite piqûre de rappel sur ce qu'est réellement le Neketsu. On vous laisse écouter cette émission et c'est parti. D'ailleurs, cette fois, on va plutôt parler notion, concept, et Julie va même utiliser des mots en japonais. Pourquoi ? Parce qu'on va se demander ce qu'est le Neketsu. Le sens est-il différent au Japon ? Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Est-ce qu'en France, on a balbutié ce concept et qu'on dit très très mal Neketsu ? On va voir tout ça ensemble. On va même essayer de faire intervenir Naoki Urasawa, Hiroki Goto, Shigeyasu Yamauchi. Ils sont là avec nous ce soir. Tout à fait. Bonsoir Hiroki Goto. Mais pour bien commencer, ouvrons un dictionnaire japonais. Qu'est-ce qu'on trouve dans un dictionnaire japonais, Julie ? À la lettre N et au mot Neketsu. Bon, il n'y a pas de lettre, mais bon. Ouais, mais t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Ah, mais moi, je suis toujours... Ça, c'est une bonne question. Comment tu cherches dans un dictionnaire asiatique ? C'est ce que j'allais poser comme question. Tu cherches par syllabe. D'accord, ok. Oui. Et pas par nombre de traits dans le... Ah, mais ça, c'est différent. C'est des dictionnaires de kanji. Ah oui, d'accord. C'est encore... Il y a différents dictionnaires. Et donc, au mot Neketsu, qu'est-ce qu'on trouve, Julie ? Alors, on trouve le mot Neketsukan. Donc, c'est un mot qui est composé de 3 kanji, donc les sinogrammes. Donc, le premier signifie la chaleur, netsu, san c'est ketsu, et homme, kan, mais c'est le mot chinois ancien, donc qui désigne l'homme, mais qui est également utilisé pour dénommer la dynastie Han. Donc, c'est une dynastie de moins 206 à plus 220, après j'ai écrit quoi. Mais pourquoi ? Parce que c'est une dynastie qui a eu un rayonnement culturel tellement grand que ça a infusé jusqu'en Corée, jusqu'au Japon, quoi. Enfin, donc tout ce qui venait de Chine à l'époque était, baptisé Han, Kan, et même les kanji, ça veut dire les mots utilisés par les Han. Exactement. Voilà. Donc Neketsukan, c'est vraiment à fond dans la culture asiatique, très 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 large. En fait, on peut dire que c'est un mot de cette ancien, partie-là du monde, quoi, ouais. Et surtout, ça veut dire homme passionné, parce que Neketsu, ok, ça veut dire sans chaud, sans bouillant, mais ça veut surtout dire que c'est quelqu'un qui est mu par sa passion, et surtout que ce quelqu'un est un homme. Ça vient pas de Neko, genre le chat qui l'homme chat. Non, mais dommage. Et Julie, avant de regarder dans un dictionnaire français, si je cherche le mot Neketsu avec un seul K, je tombe sur quoi ? En fait, ketsu, ça veut dire le cul. Donc, c'était pour être sûr. La même chose. À taper sur Google Images, évidemment. Robin, si on cherche dans un dictionnaire français ou une encyclopédie collaborative. Alors, si je prends la plus célèbre encyclopédie collaborative, ça nous dit que le Neketsu, littéralement sans chaud, entre guillemets, désigne un kanva et un procédé narratif employé principalement dans les mangas shonen et shosetsu, les romans, quoi. Donc, rien à voir avec ce que vient de nous dire Julie. Non, on est plus sur un schéma ou un procédé narratif. Bon, on va voir. Mais c'est quoi le Neketsu ? C'est la question de cette 5e de couve. Et c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, re-bienvenue dans cette 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le Neketsu. Enfin, son sens, surtout, sa définition. Mais avant, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. Cette fois-ci, elle a la flamme du savoir incandescent. Fire! Salut Julie. Salut. Lui, il bouillonne de passion. Salut Johnny. Night of... Vous connaissez pas la Ino Intime ? J'ai une super chanson pour vous. Et lui, tout simplement, c'est le feu. Salut Robin. Salut, ça va ? Ça va et vous ?
Ça va très bien. Si vous voulez réagir, si vous allez bien ou si vous allez mal aussi, hein, vous pouvez réagir avec le hashtag 5DC. Vous pouvez venir nous voir sur Discord. Vous pouvez aller voir Johnny sur Instagram si vous avez un petit coup de blues. Hop, une petite discussion avec Johnny. En général, ça remonte le moral. En général, non. Au début, vous avez un message automatique. Alors après, vous avez un message bizarre, mais ça c'est lui. On m'a souvent jugé sur ces messages automatiques, mais je vous réponds vraiment après, donc n'ayez pas peur. Mais dès qu'il y a un message automatique sur nos réseaux sociaux, c'est Johnny qui l'a programmé parce que nous, on sait absolument pas comment faire ça. Vous inquiétez pas, je me suis déjà fait engueuler. Mais qu'est-ce que tu me réponds ? Bah c'est automatique. Mec, fais gaffe. On se retrouve aussi sur Twitter. Cherchez, vous nous trouverez. Comme d'habitude, selon l'app ou le site où vous êtes, n'hésitez pas à mettre des étoiles, des cœurs, des pouces, des triangles et à vous abonner. Des commentaires évidemment, puis à activer les notifications à chaque fois. Et oui. Voilà, ça, la cloche. C'est tout ce qu'on vous demande. Activez la cloche. Vas-y Johnny, fais du bruit. Je connais pas C'était lui la cloche. Au programme de cette émission donc, cette question, mais c'est quoi le Neketsu ? Et vous allez voir que la réponse n'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple ? Parce que le mot a évolué d'une part, c'est le principe des langues vivantes, hein. Oui. Ça évolue, ça bouge, mais aussi parce que le mot a voyagé. Dictionnaire français, encyclopédie française, c'est déjà pas la même chose. Nous allons alors développer ces idées éclairées sur son ou ses différents sens, les illustrer aussi, puis les comprendre avec vous, j'espère. Et quoi de mieux pour comprendre un concept que d'aller à son origine ? On dit d'ailleurs que très souvent c'est Osamu Tezuka, le papa du manga moderne. Il a vraiment tout inventé, hein, c'est pas possible. Qui a inventé le concept de Neketsu dans le manga avec avec la nouvelle île au trésor. Vrai ? Pas vrai ? Est-ce que le Neketsu est né avec Osamu Tezuka, Julie ? En tout cas, le mot existait avant. Donc, comment dire ? Déjà, ça pose des questions. Sachant que déjà dès les années 1920-1930, il y avait avant les mangas des revues pour les enfants. Et dans ces revues, il n'y avait pas encore beaucoup de mangas, au sens où il n'y avait pas d'histoire avec des bulles et des dessins. Il y avait parfois des illustrations, mais c'était majoritairement des romans. Et donc on sait qu'il y avait donc des romans destinés à un public jeune avec des valeurs, donc ça pouvait être des mangas ça c'est la déformation, tu sais. Le roman historique, le roman d'aventure, parfois même de la SF. Comment dire, il y avait certaines valeurs qui étaient mises en avant, qui étaient celles de l'effort, qui étaient celles de l'amitié, qu'il fallait être une bonne personne, etc. Et puis le contexte étant celui qu'il était dans les années 20, années 30, il fallait aimer ton pays, la patrie, c'est tout. Et c'est vrai que on a eu des petits moments où on va arriver à une création d'une une espèce de sphère qui prône tout ce qui est un peu le pire de ce qui est le militarisme, le nationalisme. Ouais, c'est ça, c'est un état militariste. Donc on t'apprenait finalement dans ces bouquins. Ouais, la guerre, c'est pas si mal que ça. Il faut être un bon soldat, obéir. Et être passionné dans son devoir, quoi, pour la patrie, quoi. Avoir le feu pour défendre ta patrie, finalement. Et je pense qu'il y a un auteur qui est un peu tombé en désuétude, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui s'appelait Miyazaki Ichiu et qui lui est connu. Oui, non. Avec celui qu'on connaît qui fait des très beaux films d'animation. Mais lui, non, il est né en 1886 et donc il était vraiment un auteur prolifique dans les années 20, dans les années 1925, c'était un peu son apogée. Et en fait, on l'a remarqué avec Max parce que tous les titres de ses romans commencent par Neketsu, je sais pas quoi. Donc, le mec il a annoncé la couleur. Voilà, il a annoncé la couleur et on a commencé à chercher le pourquoi du comment, mais les termes nationalisme, reprise, etc. De son idéologie, par d'autres des idéologies, est quand même assez présent dans les textes qu'on a cherchés. Donc et qu'on a trouvé. Et puis en 47 arrive Tezuka. D'un coup, la nouvelle la fraîcheur. C'est ça. Ouais. La nouvelle île au trésor. Et qu'est-ce qu'il fait du Neketsu à ce moment-là, Julie ? Moi, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, mais Tezuka, il avait cette volonté de recréer un univers, un imaginaire pour les enfants qui avaient subi la guerre. Et donc, je pense qu'il a retravaillé toutes ces notions qu'on lui avait inculquées, lui, enfant, parce qu'il est sorti de la guerre, il était à peine adolescent. Oui. Et il était très jeune quand il a sorti la nouvelle île au trésor.
Et il a vraiment voulu donner un message d'espoir, il faut garder l'espoir, il faut continuer à croire en l'autre, notamment en l'humanité. Donc je pense qu'il y a tout ce travail de rendre le Nekketsu positif. Oui, donc rien que là déjà, le concept de Nekketsu avait évolué. C'est-à-dire qu'une émission en 1930 sur mais c'est quoi le Nekketsu, une émission en 1948, une fois qu'on a lu la nouvelle, déjà, c'est pas la même. Non, mais surtout que quand là on parle du concept de Nekketsu, mais quand Osamu Tezuka le faisait, il n'avait pas dans sa tête, je fais du Nekketsu. Non, bien sûr que non. Non, c'est plutôt, je pense, comme tu disais, Robin, le truc de donner de la motivation et que ça soit quelque chose de positif. En fait, le concept, il est pas si éloigné, c'est juste que l'idéologie derrière et le but pour que le personnage animé par ce feu, cette passion, ce que tu veux, il est pour quelque chose qui est bien plus positif que écraser les autres. Mais d'ailleurs, il l'a pas fait tout seul, Tezuka, puisque avec lui, il y avait un mangaka vétéran à l'époque, Shichima Sakai, avec qui il crée ce manga, c'était son collaborateur, c'était le premier binôme finalement Tanto mangaka, sauf que c'était un Tanto qui était plus puisqu'il avait fait les storyboards, il était lui-même mangaka, ce monsieur Sakai. Et plus tard sa renommée va se sentir dans l'animation, et c'est même lui qui va créer la maison d'édition qui donne sa chance à Osamu Tezuka. Donc c'est un monsieur aussi très important qui a été un peu gommé dans l'histoire de Tezuka, pour plein de raisons qu'on va pas évoquer aujourd'hui parce que sinon on va faire une émission de 3 heures. mais voilà, d'ailleurs Tezuka a fait une nouvelle version en 1984 qui gommait le travail de Shichima Sakai, puisqu'il l'a refait entièrement ce manga en 1984 pour le faire comme il voulait, et peut-être pour le rendre plus Nekketsu, puisque entre temps il y a eu beaucoup d'autres mangas. Entre 1947, quand il fait la nouvelle Île au Trésor, et 1984, la version qu'on a en France, en tout cas, on n'a jamais eu l'autre version. Il existe quelques exemplaires de l'ancienne version qui se vendent à prix d'or au Japon, mais qui n'est pas numérisé, en tout cas à ma connaissance. Donc on peut pas avoir aujourd'hui quoi qu'il en soit. Donc on peut même pas savoir jusqu'où il a retravaillé le truc. On sait qu'il l'a beaucoup retravaillé, en tout cas qu'il a passé beaucoup de temps dessus. Mais voilà, c'est 1984, c'est l'apogée du Jump, par exemple. C'est ça. C'est Dragon Ball. C'est le début, parce que l'apogée arrive, l'âge d'or arrive encore un tout petit peu plus loin. Mais c'est le début, en tout cas les prémices. Et il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de mangas qui ont préparé le terrain, quoi. Notamment les mangas de sport, parce que moi j'ai l'impression que ce qui nous préoccupe plus en France, que le terme de Nekketsu nous préoccupe beaucoup en France, mais qu'au Japon on a un autre terme. On va retrouver un mot qui, alors dis-moi si je le prononce mal, Konjoron. Moi j'aurais dit Konjoron, mais... Voilà, c'est ça. En français, ça donne la théorie des tripes, c'est ça? Le Die Hard Spirit. Ouais. Le Bruce dur à cuire. Disons que, alors, c'est à nouveau un mot dans 3 parties, enfin avec 3 kanji. Le premier, ça veut dire la racine. Et c'est marrant parce que ça peut se lire kon, mais ça peut se lire né, parce que né c'est la racine aussi. Et Jo, c'est plutôt la personnalité, enfin le caractère, on va dire. Et Ron, c'est vraiment la théorie, le fait de rendre les choses un peu plus conceptuelles. Donc Konjoron, c'est vraiment le fait de théoriser une idée qui serait d'avoir la fermeté d'esprit, donc la détermination, quelque chose qui serait inné. Et donc il y a ce terme qui va être vraiment mis en avant pendant l'ascension fulgurante de l'équipe de volley féminine japonaise. On vient de sortir des Jeux Olympiques. Et donc en 1964, à Tokyo déjà, il y a eu un phénomène qui a vraiment impacté la société à plein de niveaux. Faut dire qu'on est en 1964, la guerre s'est finie en 1945, le Japon a été touché par 2 bombes qui ont détruit la moitié du pays. Peut-être pas la moitié. Non, j'exagère un petit peu, mais qui ont marqué. Ils ont pris 2 bombes atomiques qui ont vraiment détruit 2 villes importantes. Mais ils ont pris plein d'autres bombes. Et voilà, Tokyo était rasé, Osaka ça n'existe plus. Enfin, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Il y a tout un pays à reconstruire. Oui, ils n'étaient pas les seuls, mais... Bien sûr, mais c'est un vrai défi aussi pour les Japonais de se reconstruire et de prouver durant ces Jeux Olympiques de quoi ils sont capables. Et là, ils vont montrer beaucoup de choses, je pense. Déjà, ils vont l'organiser correctement. Il n'y aura pas forcément d'impair. Mais il y a un jour assez particulier. Le champion de judo, que tout le monde attendait, est éliminé par un Hollandais, je crois, en finale olympique.
Et ce jour-là, c'est le drame. C'est-à-dire que le champion olympique en judo ne pouvait pas perdre. L'esprit du Japon. C'est ça. Le mot japonais. Et le même jour arrive l'équipe féminine de volleyball japonaise. Que personne n'attendait. Que personne n'attendait. Oui et non. Ah non, ça faisait déjà quelques années qu'elles cumulaient les exploits. Elles ont cumulé plus de 250 victoires d'affilée. Oh. Ouais. C'est juste pour te donner le niveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont retrouvées en finale face à l'URSS. Donc, qui était quand même, un très gros... 10 fois plus grande, 10 fois plus mastoc. Je sais pas. 10 fois plus russe. 10 fois plus gagnant de la guerre. Mais en tout cas, elles vont gagner la médaille d'or, quoi. Et c'était donc des ouvrières qui allaient à l'usine. Attends, les Russes ou les Japonaises? Les Japonaises. D'accord. Ouais, les Russes peut-être, ce serait pas étonnant, mais je pense des militaires, les Russes, c'est sûr. Non, l'équipe japonaise était une équipe d'une usine. Parce que je l'avais déjà expliqué dans une autre émission. Au Japon, les entreprises, les usines financent et financent encore les équipes de sport. Pour faire de la pub tout simplement, tu vois, comme du sponsor quoi. Ouais, voilà. Sauf que elle finance entièrement, mais comme mais tu peux être sponsor et mettre tes employés dedans, c'est pas la même chose. Ouais, mais comme les petites équipes quoi, de sport chez nous, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est un petit peu ça, mais même en Allemagne, le Bayer Leverkusen par exemple, qui est un club très connu en Allemagne, c'est Bayer, c'est la marque Bayer quoi, la société Bayer qui fait comme le Red Bull Salzbourg. D'accord. C'est Red Bull quoi. Comme son nom l'indique. Bref, donc du coup, effectivement, il y avait cette équipe féminine. Faut savoir qu'ils ont recruté des championnes japonaises quelques années avant dans tout le Japon. Ils ont pris quand même les meilleures japonaises pour les faire travailler dans cette usine et faire une dream team quoi. Ah, c'est Blue Lock. Toi, tu vas travailler à l'usine. Les meilleures ouvrières. Tu vas pas travailler, tu vas faire du sport, d'accord, mais on t'engage. Ah non, la fille, elle faisait 8h, 16h et après, elle faisait genre 18, minuit. Ah ouais. En entraînement avec un mec. Alors oui, vraiment, comment s'appelle-t-il Julie, ce coach? Daimatsu Hirobumi peut-être. Et en fait, c'était un ancien militaire et qui était, genre le mec, il leur a mis, mais il a fait l'entraînement de l'enfer quoi. C'est vraiment resté dans l'idée, dans l'imaginaire collectif que c'était l'entraînement vraiment acharné physiquement et moralement, je pense, très très difficile, qui a permis d'arriver à un résultat qui... je pense en tant que sportif, tu gagnes une médaille d'or. Oui, c'est la plus belle. Mais les matchs étaient fous, ils ont inventé des trucs. Genre la roulade avant d'attraper avant la réception. Ah ouais. Ça n'existait pas. Elles l'ont inventé, elles l'ont fait, elles l'ont créé. La roulade avant la réception. Non, mais personne fait ça, c'est une technique de manga. Et c'est là où on arrive peu à peu au manga. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment développé des techniques pour l'emporter. Ils l'ont emporté avec de l'entraînement, avec des entraînements incroyables. En Europe, en Occident à l'époque, c'était même j'aime pas trop d'ailleurs la façon dont on en parlait, comme pourquoi on entraîne des femmes comme ça, tu sais, c'était très macho, tu vois. Évidemment. Elles vont pas supporter. Oui, alors qu'en Asie, bon, les femmes, oui, c'est né pour travailler. Hein. Surtout que elles étaient très contentes, sont très fières de s'être entraînées comme ça. On peut le voir dans un film qui vient de sortir, qui est sorti cet été, qui s'appelle Les Sorcières de l'Orient, de Julien Faro, qui est lui à la base responsable du service vidéo, j'ai plus le terme exact, de l'INSEP. Ouais. Et il s'est retrouvé avec des rushs qu'on lui a apporté, qu'un ancien entraîneur de volley lui a apporté en disant tiens, quand j'étais à Tokyo en 64, j'ai filmé ça et tout. Tiens, parce que les Sorcières de l'Orient, c'est c'est un titre qu'on leur a donné dans la presse japonaise à l'époque. Tellement elles avaient d'exploits à leur actif et que c'était presque magique quoi. Complètement. Ouais. Mais c'est complètement fou et donc est arrivé ensuite les mangas. Les Attaquantes, je donne le nom français. Les Attaquantes qui est sorti en 68, 4 ans après. Attack number one. Ouais. Attack number one, qui donc a été traduit en Les Attaquantes quand le dessin animé est arrivé en France, qui est sorti en 68. Ouais, juste après. C'est leur histoire. Ah c'est oui, c'est leur histoire, c'est elle quoi. Ouais. Les techniques et tout, tu peux retrouver, ils ont repris vraiment. Ouais. Ils ont repris et ensuite Jeanne et Serge vient aussi. Ouais, ça inspire vient aussi de là et derrière entre Jeanne et Serge et les Attaquantes, tu as 15 mangas de volleyball féminin. Ouais, c'était vraiment c'est incroyable et ils ont tous fonctionné relativement bien. Oui. Et il y avait beaucoup, c'est devenu un sport hyper populaire
vraiment dans ces années-là, quoi. Jusqu'en 2021 où elles ont totalement échoué en poule. C'est pas grave. C'est plus le même niveau malheureusement. Mais voilà, malgré tout, tous les mangas, on se dit mais pourquoi Jeanne et Serge c'était connu, pourquoi il y avait des mangas de volleyball féminin. Voilà pourquoi il y avait des mangas de volleyball féminin. Et en fait, c'est très drôle. Je sais pas si t'as vu, ils disaient qu'en France, quand ils ont passé Jeanne et Serge, il y a eu quand même un appel. Bien sûr. Plein d'enfants ont souhaité aller s'inscrire dans les clubs de volley, mais ils n'avaient pas du tout les infrastructures, donc ils étaient débordés et ça n'a pas du tout marché parce qu'en plus ils étaient là, ils comprenaient pas, ils n'avaient pas compris que c'était en regardant un dessin animé japonais que les enfants avaient eu envie de s'intéresser à ce sport. Voilà. Et après ils ont vu la réalité aussi de c'est pas comme dans le dessin animé. Il faut beaucoup s'entraîner d'ailleurs. Ça fait mal aux mains. Et ça fait mal. Et puis les licences elles coûtent super cher, ça coûtait 500 €. Mais non, tu pouvais le faire en UNSS. Non, mais nous on fait pas ça. Nous, en UNSS ça coûtait rien, ça coûtait 15 balles à l'année. Non, mais surtout là, toutes ces attaquantes là qui ont gagné les JO, etc. Elles ont rien touché en droit dérivé. Moi, je trouve ça dégueulasse parce qu'en soi, c'est grâce à elles que tout ça s'est passé. Elles ont pas eu d'argent. Je suis sûr qu'elles étaient même pas payées pour leurs entraînements là de 18h à minuit. Je t'encourage à voir le film du coup, Les Sorcières de l'Orient. Oui. C'est un documentaire. Qui est toujours dispo au cinéma. Mais alors, faut avoir un emploi du temps assez adaptatif pour pouvoir. C'est la séance de 11h. Ouais, tu sais, je serais bientôt viré. C'est un peu ça. 15h30. Ouais, je crois que là c'était 15h30 à Paris dans un cinéma dans le 10e. Un peu obscur. Mais j'ai vu, il y a des séances partout en France, mais dans des grandes villes. Mais voilà, il faut s'adapter pour pouvoir aller le voir. Exactement. Du coup, l'origine du Neketsu, ça vient de Tezuka, de livres pour enfants du début du 20e, et du sport féminin, et donc du manga de sport tout court. Je vais revenir sur une conférence que Naoki Urasawa a donnée en juin dernier. Bon, c'était en visio, hein. Mais c'est parce que il y a une exposition sur le sport et le manga qui à Lausanne en Suisse. Ouais, en ce moment elle est à Lausanne, mais je crois qu'elle a été aussi proposée à Angoulême il y a quelques années. Ouais, c'est possible. Ouais, et en fait, lui, il était très content de parler des mangas qu'il avait lus étant enfant, quoi. Et pour lui, avant le Neketsu, il y a eu ce qu'on a appelé le Suppokon, donc l'esprit sportif. Suppo, c'est sportsu. Donc, ouais. Pas en France, hein. Suppo, c'est pas ça. Je te le dis. Hein, mais... Non, je savais qu'il l'a fait ça. Mais bon, et ça commence donc avec un manga de judo en 1952. Qui a été publié donc de 1952 à 1954 dans un magazine qui n'existe vraiment plus. Et donc c'était Iga Kuriku de Eiichi Fukui, et c'est vraiment l'ancêtre de tous les mangas, on va dire Neketsu, parce que c'est surtout l'ancêtre de tous les mangas de sport, quoi. C'est une façon, enfin comment dire, rétrospectivement, on peut se dire que le manga de sport, c'est ce qui a permis de continuer à transmettre des valeurs positives aux enfants à travers un médium qui leur est adapté, mais qui donc échappe à tout ce qui est propagande, nationalisme, qui est évidemment proscrit sous occupation américaine. Mais qui finalement reprend les mêmes, les mêmes codes que les premiers mais y a pas, histoires, mais sans la partie nationaliste, militariste. On va dire c'est quand même un peu purgé de toutes ces idées. Il y a un peu une analogie, quoi. Donne ta vie au lieu de ton pays. Voilà, au lieu de donner ta vie, à ton armée, à ton pays, tu la donnes à ton équipe. Il n'y a pas de mort, quoi. Il y a une victoire, mais il y a une mort de ton ego. En même temps, globalement, le sport aussi internationalement servi aussi à résoudre les conflits et a pris peu à peu la place de la guerre, quoi, malgré tout. On va dire que l'effort, la ténacité, le fair play, ça fait partie de ce que tu peux véhiculer à travers ce genre de manga, quand même. Qu'on pouvait lire avant de dormir, d'où un soupeau con et au lit. Oh là là. Moi j'appelle pas mes enfants comme ça. Allons un peu plus loin, allons maintenant dans les années 60-70. Il y a eu des mangas de sport aussi à ce moment-là. Là, il y a vraiment le boom du genre. Parce que je pense que de 1958 aux années 80, il devait y avoir une pelletée de mangas. Je suis désolée, je ne peux pas fournir de chiffres on va dire, sûrs et certains. Mais il y a qu'il y en a trop. Il y a un enchaînement. Une pelletée, c'est un bon. Pourtant, t'étais né, non? Mais déjà, qu'est-ce qui a le plus de succès? C'est, on va dire, le baseball. Donc, Kukuritosu de Kaizuka Hiroshi. Bon, c'est à partir de 1959, donc c'est la date de création du Shonen Magazine, et surtout dès 1961, il y a le premier manga d'un certain Chiba.
Ah. Shiba accompagné d'un certain Fumoto Chikai. Kajiwara. Pardon, Kajiwara, pardon. Oui, il avait plusieurs noms. Oui. Et en fait, ils vont également s'essayer sur un premier manga sur le baseball, parce que décidément le baseball avait la cote, avant de créer Ashita no Joe en 1968. Ah, d'accord. Alors, juste avant Ashita no Joe, il y a un manga que Urasawa adore justement, qui s'appelle Kyojin no Hoshi, c'est ça? Ouais, alors Kyojin no Hoshi, c'est 1966. L'étoile du géant. Exactement. C'est pareil, c'est aussi le plus grand succès en termes de manga de baseball, je pense. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui peuvent citer des personnages de Kyojin no Hoshi. Bon, je sais pas quel âge ils ont. Mais donc, Ikki comme quand Robin cite Tintin, quoi. Voilà, exactement. Et donc, Noboru Kawasaki, donc, étaient respectivement les scénaristes et dessinateurs. Bon, ils ont forgé toute une génération de lecteurs à ce genre de récit, quoi. Où c'était vraiment très, très, comment dire, porté sur, comme on disait tout à l'heure, les valeurs de l'amitié, de l'entraide dans une équipe, de l'effort collectif. Mais en plus, avec cette idée qu'il y a le héros qui doit affronter l'image de son père qui était lui-même un héros de baseball. Donc ça collait parfaitement à l'époque. Puisque, on va dire que là, jusqu'aux années 70, c'est quand même une première vague de mangas sportifs qu'on voit déferler dans les magazines, et les magazines qui viennent de se créer. Hein. Et on sent qu'il y a cette volonté de... allez, on va redonner de l'énergie, une sorte de force oui, on positive, parle des enfants qui sont nés après la guerre en plus. Et maintenant, ils sont ados. Et qu'est-ce qui se passe dans les fin des années 60 et des débuts des années 70 ? Au Japon, c'est quand même mouvementé parce qu'il y a, comme tu disais, la reconstruction qui est en train de vraiment être instaurée. C'est vraiment le début d'une forte croissance économique qui, en plus, est reconnue à l'international. Et donc, c'est doublement gratifiant, on va dire. Et puis, il y a l'arrivée du libéralisme et d'autres idées comme le refus de l'autorité, les mouvements étudiants. Les mouvements étudiants qui se sont emparés d'Ashita no Joe, d'ailleurs. Ah oui, mais franchement, ouais. Mais il y a eu un attentat. Oui, il y a des les mecs ont détourné un avion et le seul mot qu'ils ont laissé, c'était « Nous sommes Ashita no Joe ». C'est chaud pour l'auteur quand même, parce que le mec il est représentatif de ça, tu fais je suis pas, mais c'est pas moi. C'était Neketsu. Là pour le coup, c'était quand même c'était Supokon. Oui, parce que Ashita no Joe, moi je le trouve pas spécialement Neketsu Joe quoi. Je trouve qu'il est, même au début, il est pas vraiment, il est pas très passionné, il fait un peu les choses. Il a une recherche de puissance. Mais je pense que c'est vraiment le personnage de Rikishi aussi qui a été beaucoup admiré. Et qui a eu des obsèques nationales. Il y avait tout un engouement qui est presque inimaginable aujourd'hui, je pense. Et puis on le voit Neketsu aussi avec son auteur, c'est-à-dire que donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il existait des romans de Neketsu Shosetsu dans les années 30 qui faisaient suite aux revues pour enfants, histoire de garder, de faire évoluer la cible éditoriale, de toujours faire lire maintenant ensuite des histoires Neketsu, et Kajiwara était auteur d'histoires Neketsu comme ça en roman avant d'écrire Kyojin no Hoshi ou Ashita no Joe. Et il était auteur de ce genre de roman, donc forcément il a mis cette patte-là dans Joe, dans Ashita no Joe. Là, Julie l'a dit très rapidement, je sais pas si vous avez compris, mais il y a un personnage de manga qui est mort et il y a eu des obsèques nationales. Ouais, mais le mec il est mort sait. Et des gens sont allés dans un enterrement d'un mec fictif et ils étaient en train de pleurer parce que le mec fictif est mort. Des lycéens ont organisé des processions, ont refusé d'aller en cours parce que les clichés étaient morts. Ouais, mais la valeur d'Ashita no Joe au Japon, elle est considérable. Elle est vraiment considérable. Le symbole, je pense. Il y avait un manga aussi qui s'appelait dans les années 70 qui s'appelle Dokaben, c'est ça ? Dokaben, c'est le truc de Yaku aussi, enfin de baseball quoi, qui prend la suite. Mais je pense qu'on peut faire une anthologie de manga de baseball. De baseball, vraiment. Ouais. Robin, pour conclure cette petite partie historique, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de Campbell dans le Neketsu ? Attends, tu parles de Neve Campbell ? Exactement. Je vois rien qui rapproche Neve Campbell. En fait, donc Campbell qui a théorisé le monomythe.
est-ce que ça a un lien avec le Neketsu ? Parce que nous, Français occidentaux, on en voit. Parce que nous, occidentaux, on aime bien toujours mettre de l'occidental dans tout ce qu'on lit, mais je pense pas que les Japonais, ils aient lu Campbell et ils en aient quelque chose à fiche des théories de Campbell, parce que déjà, je voulais en profiter pour un petit peu malmener ce bon vieux Campbell, parce qu'il est un peu cité à toutes les sauces, je pense par beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. Or, moi, je l'ai lu depuis, parce que vous m'aviez offert Le héros au mille et un visages, et déjà, je peux vous assurer que c'est super galère à lire, ce truc. Et en fait, le problème du monomythe, c'est que c'est ce qu'on appelle de la littérature comparée, c'est-à-dire que Campbell, en fait, il avait une idée en tête et il a pris plein de textes de plein de cultures différentes pour desservir son idée. Pour en gros démontrer ce qu'il avait en tête, quoi. Mais du coup, c'est pas vraiment une méthodologie qui te permet de dire que les auteurs de manga se sont inspirés des travaux de Campbell. C'est juste que comme il a pris des éléments de structure de récit qui peuvent s'appliquer, qui ont des points communs, il s'avère que le Neketsu, c'est des récits comme tous les... Enfin, je veux dire, avec des structures. Et donc forcément, dans le Neketsu, tu vas toujours pouvoir piocher des trucs qui vont entrer en compatibilité avec les théories de Campbell. Mais après, de là à dire que le Neketsu est campbellien, après oui, tout peut être campbellien en vrai. Est-ce que Jésus est campbellien, quoi. Est-ce que Star Wars est campbellien ? Mais Jésus, il va te le citer, il va te citer Bouddha. Dans Campbell, t'as toutes les mythologies, parce qu'en fait, c'est la limite de ce genre d'exercice méthodologique, quoi. Donc Dragon Ball est campbellien et Neketsu, c'est les légendes du roi saint, c'est évident. Tout comme le jeu de dames. Le jeu de la dame. Ah oui, tu vas loin. Le jeu de la dame. Non, Ouais. t'avais pas suivi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont fait mais le jeu de la dame, en fait, c'est un vrai Neketsu. Ah oui, si, je me rappelle de cette histoire. Effectivement, elle est incandescente. Comme la saga des Wings. Il y a bientôt la saison 2 qui arrive, je vous le dis. Voilà. si vous attendez, elle arrive. Merci beaucoup, Johnny, de cette information. Je vais en profiter pour faire un petit intermède un peu actu. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais tous les mangas qui sortent, ou en tout cas beaucoup de mangas qui doivent sortir là, depuis la rentrée, sont tous décalés. On repousse d'une semaine suite à quelque chose indépendant de notre volonté. Un problème de fournisseur nous oblige à repousser tel manga de 2 semaines. Tel manga est en rupture, nous allons pas pouvoir vous offrir le tome avant quelques semaines, voire mois. Pourquoi ? Comment ? C'est quoi ce bordel ? Oui, pourquoi ? Il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Pénurie actuelle de papier, de carton. Alors pénurie, c'est un grand mot. Oui, non, c'est pas vraiment. C'est pas une vraie pénurie. Il y a du papier. Il y a du papier. Il y a moins de papier carton, de carton. Et les explications sont assez multiples sur ces reports de sortie, mais globalement, c'est vraiment pas tant que ça la faute des éditeurs. Il y a des erreurs humaines. Attention, l'erreur est humaine. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'augmentation de la consommation des bouquins. On en parlait cet été dans l'émission qu'on a faite sur les ventes. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. C'est-à-dire que des éditeurs qui avaient prévu du stock pour un manga sur 1 an et demi, 2 ans, n'ont plus rien. En 6 mois. Ouch. Compliqué. Autre chose, vous savez qu'on n'utilise plus de plastique pour faire des pailles ou des gobelets. C'est vrai, on utilise du papier. Et du carton. Mais pour les cotons-tiges aussi. Et même pour les cotons-tiges. Non, c'est vrai, et c'est les mêmes arbres. J'en utilise plus. Et en plus, le carton, il y a un truc qu'il faut savoir sur le carton, c'est qu'on peut pas encore vraiment faire du carton recyclé. On peut faire du papier recyclé, mais le carton, ça demande de la matière un peu plus pure, un peu plus dure. Ouais, et puis comme tu dis, c'est les mêmes arbres, mais c'est un traitement différent. Donc ça veut dire que tous les papetiers ne se sont pas adaptés assez rapidement à cette nouvelle demande. C'est-à-dire qu'ils ont des stocks de papier, mais qui sont pas encore vraiment adaptés à faire du carton, parce que le carton, c'est en général de la feuille ondulée, comme vous voyez souvent dans les cartons. Ouais. Et du coup, toutes les usines ne sont pas encore équipées à fond pour faire ça. Quoi. Et sachant qu'il y a quand même majoritairement 2 zones qui fournissent le monde entier, il y a 2 poumons en papier, la Scandinavie et la Chine. Et le Covid a sévi et en Chine et en Scandinavie. Putain, c'est abusé, la Chine, il n'y a plus de PS5, il n'y a plus de papier. Franchement, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi la Chine elle dirige le monde ? Fait local, voilà. Donc c'est assez compliqué, surtout qu'il y a quelques mois déjà, avant le Covid, il y avait eu quelques petits soucis avec des grosses augmentations du coût du papier. Qui ont ensuite, il y a le Covid qui arrive, les prix ont aussi flambé, bien évidemment. Donc les éditeurs négocient avec les fabricants qui eux-mêmes négocient avec enfin bref les arbres. Ça prend du temps quoi. À chaque fois que tu demandes des devis, des machins, ça rallonge. Ça prend du temps, ça rallonge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Avec le Covid, il y a eu l'augmentation des livraisons à domicile. Qui dit augmentation des livraisons à domicile
Plus de carton. Plus de carton. Faire les emballages. Bah ouais, parce que ça coûte moins cher de mieux emballer que de payer mieux des livreurs qui vont avoir le temps de te livrer. Mais en plus, il y a des entreprises qui ont créé des solutions alternatives, des trucs que tu peux réutiliser. H&M utilise du plastique par exemple. Non, mais c'est pas du plastique. Mais non, mais des meufs, elles ont trouvé un truc, une combinaison de tissu, papier, et bah tu vois là, ça sert 10 fois au lieu de servir une fois. Ouais, mais en livraison, tu vois, tu peux pas. Ah oui, ça sert pas 10 fois. Parce que le livreur, tu vas attendre que la personne. Non, justement, tu le fous dans une boîte aux lettres. Ah oui. Et hop, il y retourne. Il y a un système de recyclage. Ouais, mais bon, vu qu'Amazon ils font pas ça, Amazon, c'est quand même eux les principaux responsables du carton. Pardon. Donc bref, en plus avec le Covid, des usines ont fermé dans le monde entier, parce que même des fabricants de livres ont fermé. C'est triste. Et précédemment, qu'est-ce qu'on avait eu ? Des gens qui lisaient moins. Previously. Parce que le numérique arrivait, donc on n'achetait plus de journaux. Donc on a arrêté de fabriquer autant de papier pour les journaux. Puis d'un coup, avec le Covid, on a décidé de racheter des journaux. Mettez-vous d'accord, merde. Non mais voilà. Donc du coup, non mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que des usines ont dû faire des licenciements économiques, etc. Ont dû jeter, détruire des machines, réduire leur capacité de production et les réaugmenter derrière. Ouais. Bah oui, c'est ça, ils étaient en sous-régime et ils doivent se remettre en sur-régime maintenant. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas de faute en fait. Sans compter des problèmes internes chez des très gros imprimeurs, genre chez un des numéros 1. En ce qui concerne le manga. Pour le manga, il y a eu un très gros problème qui a causé aussi beaucoup de retard chez l'imprimeur numéro 1 des pros, en tout cas un des 3 premiers en Italie. Et des problèmes de transporteurs aussi en ce moment en France. Avec des pénuries de main-d'œuvre, on n'arrive plus à trouver de chauffeurs. Et donc, parfois, c'est juste les livreurs ne se présentent pas pour venir récupérer les cartons. Ouais, ils se présentent plus aux usines. Ils se présentent plus aux usines. Les stocks sont là, mais il n'y a pas de livre à les récupérer. C'est comme dans les bars. Les gens ne veulent plus. C'est ça. On met la bière et puis ils viennent pas. Et donc, du coup, les bouquins ne sont pas livrés et les process des offices et ainsi de suite et des stocks. Déranger, Attends. T'es en train de dire que là, il y a un One Piece Collector 99 qui est à l'usine qui n'a pas été cherché. Je peux y aller. Peut-être. Ça se trouve, c'est vrai. Ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a des vrais problèmes aussi à ce niveau-là et les process font que si c'est pas là le jour J, c'est décalé d'1 à 2 semaines. Ouais, parce qu'en fait les délais de planning des imprimeurs ont été augmentés pour justement mieux anticiper tous les aléas dont Max vient de parler, et ça fait que du coup il n'y a pas de pénurie de matières premières, c'est-à-dire que les arbres sont toujours là pour faire le papier, ça il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est juste que comme les délais, tous les plannings ont été rallongés, du coup ça crée des décalages, il y a des systèmes d'embouteillage, d'accordéon, de tout ce qu'on veut, enfin ça crée des sachant de ce que j'en sais Action en plus chaîne. Les forêts sont relativement bien gérées et globalement sur un arbre à couper on en replante 2, donc en plus il n'y a même pas tant que ça à avoir peur à ce sujet-là. Mais ça c'est des arbres qui sont élevés juste pour ça, c'est pas bien sûr, mais bon, ils captent du CO2 quand même, de 800 ans. Non, ils captent du CO2 quand même. Voilà, si vous aviez des questions et des interrogations au sujet de tous ces retards et ces reports dans le manga, maintenant vous savez pourquoi. Mais Neketsu à vous les imprimeurs. Alors, est-ce qu'au Japon le Neketsu c'est utilisé? Revenons un peu à notre sujet. Est-ce qu'on dit Neketsu partout? Oh là là, c'est vachement Neketsu Dragon Ball. Est-ce qu'on dit ça au Japon, Julie? En tout cas, moi dans le dictionnaire, ce que je vois c'est plutôt Neketsukan. Donc c'est un mot qui est quand même lié à l'idée du masculin. Mais peut-être que Neketsu c'est un mot nouveau. Moi, dans le Sentai, moi je sais qu'on dit Neketsukan pour Force Rouge. Yes, c'est le leader. C'est le mec. C'est ça. Mais je suis. Si, en tout cas, quand par exemple, j'ai rencontré Hiroki Goto, j'avais des questions, c'est des questions de français. Hiroki Goto, c'est un illustre rédacteur rédacteur en chef du Shonen Jump. Et donc, il sait de quoi il parle. Hein. Et donc, je lui ai parlé de Neketsu et il m'a pas regardé bizarrement. Hein. Il m'a répondu, il m'a dit oui, bien sûr, le Neketsu, c'est très important. Vous savez quoi, un bon auteur du Jump doit maîtriser le Neketsu. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, je sais pas ce qu'il voulait dire. En tout cas, le mot, il le connaissait. Oui, c'est bizarre. Mais il connaissait le mot. Voilà. Alors moi, j'imaginais les auteurs, c'est sous une cascade en train de. Ouais. Je dois avoir la maîtrise du Neketsu. Non, mais c'est une question d'entretien. Vous maîtrisez Neketsu? Ouais, plutôt avec Word et Excel. C'est les 3 trucs que j'ai, moi. Je connais bien.
Bah moi j'ai l'impression, puisque si on parle de manga, puisqu'on est quand même une émission, un podcast de débat autour du manga, même si on compare beaucoup de films. Vas-y, continue. Mais neketsu, d'après ce que j'entends, j'ai pas l'impression que c'est un terme qui est spécifiquement propre au manga, que ce soit au Japon. Enfin, il est plus propre au manga chez nous. Au Japon, j'ai plus l'impression que c'est une expression du langage courant, quoi, qui désigne justement quelqu'un qui est passionné. J'en ai entendu parler dans l'animation aussi, moi, effectivement. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt un mot du jargon de l'industrie manga animé, quoi. Donc, qui a... Comment dire que, en tout cas, si on dit neketsu à quelqu'un en dehors du contexte du manga, il comprendra ce que tu veux dire. Mais quelqu'un qui travaille ou qui parle régulièrement du manga aura plus une idée précise d'exemples. Il pourra enchaîner sur la discussion, je pense. Parce que, en tout cas, comment dire, le mot donc netsu, qui forme la première partie de neketsu, c'est quand même une famille de kanji avec, comment dire, en rapport avec le feu, parce que ça veut dire brûler, comme nous on brûle de passion. C'est les mêmes images, quoi. Donc c'est toujours quelque chose qui véhicule quelque chose de passionné, de chaleureux. Donc parfois jusqu'à l'exagération, mais tout ce qui est la ferveur, tout ça, c'est exprimé par une famille de mots qui commencent tous par ce kanji-là. Mais du coup, c'est pas un mot que tu dirais, genre, je sais pas si t'as un pote, t'es au Japon et t'as un copain qui a un peu cette particularité-là d'être très passionné, très tu vas jamais dire qu'il est neketsu, c'est pas une expression qu'on utilise pour définir quelqu'un. Mais non, mais tu vas dire qu'il est otaku, c'est la passion. Neketsukan ga aru, mais ça peut être effectivement un autre domaine, genre il est passionné, je sais pas moi, d'archéologie, d'histoire, mais je pense que si tu parles avec quelqu'un qui est otaku, que tu parles de manga, il va dire ah ouais, dans telle histoire, j'ai bien aimé le côté neketsu. Enfin, c'est donc quand même. Ils vont le dire quand même. Parce que, en fait, moi c'était ça le truc, c'est que j'étais persuadé que neketsu c'était un mot totalement japonais que les Japonais disaient et qu'on a repris au Japon, et qu'on a repris en France, pardon. Je me rappelle de, je sais pas moi, quand on avait lancé la soirée de My Hero Academia, je suis sûr, je m'en rappelle. Ahmed Agne avait parlé du neketsu, du shonen neketsu, et pour moi, au moment où il l'a dit, c'est un terme japonais que les Japonais utilisent et qu'on met en France parce que c'est un truc important. Et là, avec cette émission, je me rends compte qu'en fait, c'est plus ou moins les Français qui ont répandu le terme, parce qu'en vrai, les Japonais, ils ne l'utilisent pas forcément. Mais je pense que c'est quelque chose de jargonnant, parce que comme shonen, seinen, ça permet une catégorisation, une segmentation de ton produit, en fait. Ouais, mais au Japon, tu dis, c'est un neketsu ? Je pense que c'est un des adjectifs qui peut être utilisé pour parler du manga, mais ça va pas avoir la même dimension peut-être économique que nous on lui porte. Ou genresque. On va y revenir dans un instant, parce que moi quand j'ai rencontré Shigeyasu Yamauchi, je me la pète. Je parle de mes rencontres. C'est qui déjà? Le créateur de Broly. Ah oui, quand même. Le mec qui n'existait pas dans le manga. Qui est pas canon, quoi. Il l'a créé, quoi. Le mec qui est plus neketsu que le neketsu lui-même. Le mec qui a inventé le verre dans les super guerriers. Je lui ai demandé, un peu provoque comme ça, non, monsieur Yamauchi, l'animation c'était mieux avant quand même. Mais je lance une question, tu vois, un peu provoque comme ça. Et il me dit, pour livrer ma vision des choses, disons que dans les séries d'action et d'aventure à l'époque, même si j'ai l'air d'un vieux combattant en disant ça et que j'ai l'air mal poli, mais il y avait du neketsu dans les personnages. Un sang bouillant qui se voyait littéralement dans la mise en scène, dans les histoires, un côté intense et tête brûlée qui crevait l'écran et que nous, on ressentait en travaillant dessus, et nous-mêmes, on avait le neketsu en nous. Voilà. Donc tu vois, ça s'utilise quand même, mais c'est un mec du jargon. Mais oui, complètement. Ça. Et puis bon, je pense que ça... en fait, moi, ça me fait penser à l'idée de métier passion, tu vois. Animateur, je pense que tu dois avoir le neketsu souvent, toi, je pense, pour travailler. Tiens, donc, si je dis que l'idée du canevas narratif, dont on a évoqué l'existence en début dans la définition Wikipédia en début d'émission, ça n'existe pas au Japon, ce canevas narratif. Tu l'as pas trouvé, toi, Julie, en faisant tes recherches. T'as pas vu quelqu'un qui fait neketsu, c'est un canevas narratif pour le manga. Non. Il y a peut-être des gens qui le disent, mais ils sont minoritaires, quoi. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas lu. Mais moi, ça me fait penser quand même, encore une fois, à Urasawa, toujours lui, qui, lui, en revanche, note une évolution d'un autre terme, donc du terme konjo, puisqu'on en parlait tout à l'heure, voilà.
le sens premier, c'est quand même le tempérament, donc quelque chose qui serait inné, qui serait propre à une personne. Et lui, il note qu'à travers, donc, notamment l'exploit de 1964 et la façon dont l'idée de Konjoron, donc la théorie de l'effort, s'est vraiment diffusée dans la société japonaise, au point que ça a créé des techniques managériales dans les entreprises, ou dans les lycées, tu vois. Je pense que c'est aller petit à petit vers le sens de la persévérance, de la ténacité, et donc quelque chose qui s'acquiert par le travail, par l'expérience, par l'effort, mais vraiment dans la douleur, quoi. Donc c'est marrant parce que en plus Konjo, je pense que c'était un mot qui était à la mode dans les années 60 pendant la grande période de la reconstruction, parce qu'il fallait avoir des bonnes bases. Donc, puisque le Konjo, c'est sur la racine aussi, il fallait être solide sur ses appuis pour créer l'avenir, quoi. Je suis désolée, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et donc, par exemple, un des titres phares des années 70, c'est Dokonjo Gaeru. C'est un manga humoristique, mais avec, qu'on a traduit en français, par une grenouille avec un sacré tempérament. Voilà, et c'est l'histoire d'une grenouille qui fout la merde. qui fait des siennes, quoi, et qui réagit un peu comme je sais pas, Calvin et Hobbes avec alors que si on l'avait appelé Firefrog, ce serait un peu Crazy Frog. Oui. Mais bon, je sais pas, ça a peut-être marché. Je prends plus Firefrog que Crazy Frog, personnellement. Vous aimez pas la musique. Bon, alors, est-ce que le neketsu est un genre ? Moi je pourrais dire oui. Moi j'étais totalement sur oui. Je pas... Joe, si je te dis qu'à partir du moment où on peut rassembler des mangas sous une même bannière et ressortir tout un tas de points communs, c'est donc un genre. Comme le hentai, pareil. Franchement c'est pareil. Ah bah ouais, bravo. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Moi je dirais oui au sens où le neketsu c'est reconnaissable et donc ça devient critiquable. Donc il y a un auteur qui est pas très connu en France qui s'appelle Kazuhiko Shimamoto qui lui s'est amusé à le tourner en ridicule dès 1984 avec Hono no Tenkosei, donc l'élève qui est transféré d'un autre lycée. Donc le nouvel élève en feu, quoi, déjà. Et une de ses séries phares, donc c'est La Plume de Feu, qui a été un petit peu donc il a pris les codes communs du neketsu pour le tourner en dérision. Donc complètement, c'est complètement ridicule. C'est-à-dire que c'est un mangaka qui veut tout faire, mais puissance 1000, quoi. Et donc, c'est débile. La Plume de Feu, c'était sorti chez un tout petit éditeur de début des années 2000, Moteki, qui a duré 1 an seulement, donc du coup ils ont pu sortir 2 tomes et mais si un éditeur nous écoute, je pense qu'il y a quelques petits trucs pas très chers. Franchement, faites une édition collector dessus, il y a des chances que ça se vend. On a dit il y a pénurie en ce moment. Robin, c'est un genre ou pas alors ? Moi j'ai envie de dire, à partir du moment où les Japonais ne le verbalisent pas comme un genre, j'ai un peu du mal moi à le considérer comme un genre, quoi. Après ou alors c'est quelque chose que nous en tant que Français regarde Shonen Jump, il a dit est-ce que tu maîtrises le neketsu ? Oui, mais il en parle pas comme un genre, il parle d'une espèce de concept, tu vois, genre tu vois même cet auteur là qui tourne en dérision les codes. Est-ce que au fond de lui il dit je tourne en dérision le neketsu ? Non, il tourne en dérision, je sais pas moi, un état d'esprit, un truc. Mais est-ce qu'il tourne en dérision un genre narratif spécifique, tu vois, après il y a une nuance, quoi, mais il y a une nuance, très fine. Je suis d'accord parce que même si on reprend effectivement cet auteur du début du XXe siècle, Ichiro Miyazaki, il faisait de la SF, neketsu, il faisait du nationalisme, neketsu, il faisait des genres avec neketsu. T'enchaînes sur ce que j'allais dire parce que effectivement, je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à Psyren et je me suis dit, est-ce que c'est un manga neketsu ou est-ce que c'est un manga de SF ? Et il y a un moment, en fait, il y a un genre qui prend le pas, et Psyren, c'est la SF qui prend le pas. Et il y a des mangas où c'est le neketsu qui prend le pas. Sur Psyren, je pense que l'auteur a une maîtrise du neketsu qui est très rare. Alors que c'est la SF qui compte. Il a formé toute la nouvelle vague actuelle du Shonen Jump. Lisez Psyren. Bien évidemment, lisez Psyren. Le débat est là. Donc si c'est non, sinon c'est pas un genre. C'est quoi ? C'est une notion ? Moi, j'étais partie sur l'idée que c'était un schéma narratif. Et que ça concernait donc pas tant le contenu, mais vraiment la structure d'un récit. Et bon, à ce moment-là, c'était l'écueil campbellien, quoi. Mais dans ce cas, tu veux dire, genre le héros, c'est toujours un héros où il manque quelqu'un de sa famille. En apprentissage. Il est nul au début, il devient fort. Attendez, on va faire les codes après. Oui, pardon, d'accord, désolé.
Bah, moi je dirais, pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est littéralement, je reprends le terme, Neketsu ou Neketsu-kan, ça désigne bien un personnage et pas un récit, quoi. Donc pour moi, un shonen Neketsu, enfin un Neketsu, c'est un récit, mais qui est toujours porté par un personnage Neketsu. Je veux dire, fais juste une expérience de pensée, tu remplaces le héros de n'importe quel shonen Neketsu par Shinji de Evangelion. Est-ce que ça reste un Neketsu, tu vois? Ça met le nez. Ça refroidit direct. Ouais, genre, est-ce que vraiment on peut considérer... J'essaye d'imaginer Shinji dans un tournoi. Dans un Tenkaichi Budokai. Ouais. Je suis trop nul. Donc du coup, c'est tout ça pour dire que... Rendez-moi ma maman. C'est pour ça que je reviens au fait que c'est davantage un concept, un état d'esprit, comme tu disais, Max, qu'un genre, puisque surtout dans le shonen, on sait que c'est les personnages, et a fortiori le héros, qui fait l'histoire, en fait. C'est pas tant... il est moteur dans l'histoire, le héros du shonen et du shonen Neketsu, tu vois. Il subit pas l'histoire qui lui arrive. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est d'abord un schéma narratif ou d'abord un personnage, une attitude de personnage? Non mais en fait c'est intéressant. Un combo des deux, je pense. Ah ouais? Bah oui, parce que s'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de Neketsu, du coup. Tu vois, le tournoi, c'est pas un personnage. Donc, mais oui, mais ça peut être un lieu commun. Mais ça, c'est ta définition. Ça dépend. Dans Valkyrie Apocalypse, le tournoi est limite un personnage. Et regarde, dans le Gun Last Order, il y a un tournoi et c'est pas un shonen Neketsu. Et dans Gamaran, c'est un shonen Neketsu. Mais parce que c'est de la SF, tu vois. Là, on en revient sur le genre. Oui, mais bon. Julie allait dire un truc. Bah oui, parce que j'essayais de rebondir sur ce que disait Robin, parce que les sites japonais que j'ai consultés qui sont dédiés à la pop culture, et donc pas, on va dire, des simples dictionnaires, le terme Neketsu, il fait plus référence à une typologie de personnages et à un caractère de personnage. Donc, c'est pas forcément les héros, je pense. Oui, non, c'est pas nécessairement le héros. Tu prends My Hero Academia, pour moi le héros Deku n'est pas Neketsu, mais il y a un personnage. Si. Bon, pour moi. Mais il y a un personnage, qui est purement Neketsu, c'est All Might, et c'est le modèle de Deku, donc c'est par lui que l'histoire aussi se construit. Arrête, parce que Deku, son but, c'est de devenir super fort et d'aider les gens. Donc bien sûr qu'il est Neketsu. Alors qu'il est nul. Donc il veut aider, il veut devenir un héros. Oui, alors qu'il est nul. Tu vois, il est moins bouillant et brûlant que. Bien sûr que non, parce que son copain explosif là. Il devient. Ou que Asta dans la Clover. Que Bakugo, mais arrête, c'est une grosse merde et il veut à tout prix aider les gens. Tu peux pas être plus Neketsu que Deku. Non, Neketsu, si tu reprends littéralement, c'est tu bouillonnes d'une passion intérieure. Et il bouillonne d'être héros. La passion d'être héros. Deku, il chouine. Mais non, il a la passion d'être héros. Il fait des efforts, mais bon. Ouais, mais il est, tu vois. C'est le héros de la chouine. En soi, My Hero Academia, malheureusement, ils sont tous Neketsu parce que c'est une école pour devenir des héros. C'est vrai. Ouais. En vrai, t'as pas le choix, quoi. C'est vrai que quelque part, ils ont tous une flamme. Il y en a qui sont Neketsu Academia et personne n'a fait. Il y en a qui sont plus flegmatiques que d'autres. Il y a des personnages. Pour moi, c'est le personnage Neketsu de My Hero, c'est plutôt All Might. Mais après. Et alors, figure-toi que sur les sondages pour les lecteurs japonais, le personnage le plus Neketsu de My Hero Academia, c'est Tenya. Ouais, Tenya. Tenya Aida. C'est lui le plus Neketsu. Parce qu'il est patriotique, il suit les règles. Et il est réglo, il est droit dans ses bottes. D'ailleurs, Julie a trouvé un petit classement des personnages Neketsu assez sympa. Donc, les tops des lecteurs d'un site internet spécialisé dans le manga, le top des personnages les plus Neketsu. Attention. Numéro 1, Guy. Évidemment, la preuve, c'est qu'il a des flammes dans ses yeux tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aurais mis Naruto, tu vois. Enfin, pour moi, Naruto, par contre, j'aurais mis Rock Lee, tu vois, parce que du coup, Guy Rock Lee, c'est le même. Guy, pour les lecteurs japonais, au-dessus. Numéro 2, Koichi Senigata, l'inspecteur dans Lupin. Celui qui veut attraper Lupin. Tout le temps. Quoi. L'autorité, toujours les militaires, la police. Numéro 3, on arrive dans le sport, Sakuragi de Slam Dunk. Lui aussi, il a des flammes, je me rappelle très bien. Il a les cheveux roux en plus, tu vois. Ouais. Donc, c'est un sondage assez récent. Hein. Numéro 4, Toru Oshii de Kyojin no Oshi, donc sorti dans les années. C'est dingue. Mais attends, mais qui a voté? C'est dingue du coup, quoi. Des vieilles personnes. C'est récent, mais. Pas tant que ça, parce que 5ème, Shoyo Hinata, le héros de Haikyuu. Haikyuu le volet. Donc tu vois que c'est pas forcément des vieux qui ont voté, puisque du coup pour retrouver Haikyuu dedans, tu vois, peut-être qu'ils ça lisent reste récent, Haikyuu quoi. aussi. Hein. Bah oui, les vieux peuvent lire. Avec leurs petits-enfants. Moi j'ai un pote vieux là qui a 35 ans, il lit Haikyuu, hein. Il kiffe. Hein. Non mais voilà, malgré tout, c'est assez étonnant de voir cette série de personnages dans ce classement. Bien sûr que ça reflète les lecteurs d'un site en particulier, tu vois, mais...
Non, mais c'est intéressant, carrément. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est quand même qu'à la fin de l'article, il précisait que le type de personnage, donc Neketsu, devenait de plus en plus mal perçu, qui pouvait être étouffant, lourd, parce qu'il était trop dans son trip, quoi. Trop. Ah oui. Non, mais trop un peu débile. Ouais, ou que. Moi, Bakugo, je le trouve lourd. Ça, c'est vrai. Bah oui, complètement, c'est clair. On dirait un harceleur. Il est un peu monomaniaque. Non, mais voilà, il est lourd parce que t'as l'impression qu'il est vraiment focalisé sur un seul truc. Bah voilà. Et que genre, à un moment, en fait, lui, son problème, c'est qu'il a cette rivalité qu'il a avec Deku dans My Hero Academia, et tu te dis, mais. Mec, lâche l'affaire. Tu veux être héros? Et ben lâche des coups. Ok, il a été choisi par All Might. Spoil, voilà, vous le savez. Mais lâche l'affaire, mec. Passe sur ta vie de héros et deviens juste plus fort et tu t'en fous qui t'a en face, quoi. C'est le problème de Bakugo. Recentrons. Robin. Bah ouais, je rebondis sur ce que vient de dire Julie et sur le fait que ce type de personnage devient de plus en plus mal perçu, pardon. C'est que moi je me demande si vraiment, pris au premier degré, maintenant un personnage Neketsu, on a raconté l'histoire, c'est quand même un terme qui est assez ancien et tout. Est-ce que c'est pas un genre entre guillemets, mais moi c'est un genre qui n'en est pas un, mais est-ce que c'est pas un concept qui devient un peu ringard, tu vois, parce que c'est quand même un concept qui est très lié à des notions de masculinité, de virilité. C'est pas très woke. C'est pas très woke, quoi. Puis on reprend le fameux créateur de Broly, ce qui sort, ça fait un peu phrase de vieux con, tu vois, genre vraiment. Ouais, avant on avait des vrais bonhommes qui savaient se battre et oui, mais il en avait conscience. Et il transmettait le feu de la passion aux jeunes, tu vois, parce que il avait conscience que ce qu'il disait, c'était pas non plus. Tu vois, ça me fait voilà. Moderne. Oui, voilà, exactement, t'as raison, parce qu'il a en fait, mal moi, poli, je pense que c'était quand même des gens qui vivaient une espèce de consécration en pouvant faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais quoi. tout ça pour dire, j'ai l'impression que maintenant les shonen qu'on trouve les plus intéressants, c'est justement ceux qui s'amusent à un peu malmener ces codes entre guillemets du Neketsu dont on parlera juste après. Mais tu vois, est-ce que du coup, je me pose la question, est-ce que c'est une conséquence aussi d'un lectorat shonen en tout cas qui s'est pas mal féminisé par rapport à historiquement ce que c'était, tu vois, peut-être qu'aussi le lectorat shonen il s'attend maintenant à avoir des personnages un peu plus subtils que des gros bourrins Neketsu quoi, qui ont les yeux qui brûlent, quoi, tu vois. Mais en fait c'est marrant parce que je pense que il y a aussi l'idée que l'apprentissage, c'est plus forcément quelque chose qui doit se faire dans le sang et les larmes, quoi. Ouais, dans l'épreuve. Et ça a peut-être aussi un peu évolué parce que, comment dire, tout à l'heure on parlait de Kanjuro et en fait, il y a eu quand même des dérives sur le fait, par exemple, à la fin dans Touch de Adachi Mitsuru, il y a quand même un entraîneur qui vient et qui a une hargne, c'est vraiment féroce, quoi. Et il va savater des gamins parce qu'ils ont 15 ans et il va vraiment les mettre plus bactères, tout ça pour qu'ils ramènent une putain de coupe à la maison. Donc c'est assez violent et il y a eu des dérives de ce qu'on peut appeler des gens qui se sont plaints de harcèlement, de ce genre de situation pas très cool, quoi, pour dire les choses. Et qu'on retrouve dans le sport finalement dans beaucoup d'endroits dans le monde, malgré tout. Mais oui, malheureusement. Juste avant de passer à la suite, je voudrais qu'on mette en parallèle 30 secondes Yu Yu Hakusho et Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen qui est une sorte d'héritier du Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho au milieu des années 90 qui était The Neketsu. Oui, complètement, et qui a eu un carton phénoménal au Japon, notamment en attrapant le public féminin grâce à l'animé, qui s'est ensuite rabattu sur le manga, comme finalement Jujutsu est en train de le faire aujourd'hui, mais beaucoup plus rapidement peut-être, parce que l'animé est arrivé plus vite. Parce qu'il y a plus de femmes en France. Et non, mais dans le monde entier, il y a plus de lectrices tout court, de toute façon. Et Jujutsu Kaisen, qui serait donc un héritier du Yu Yu Hakusho, je trouve que lui, il malmène le Neketsu de manière extrêmement habile, et il arrive à mettre du Neketsu, ou à remettre, puisque du coup on revient aussi aux années 60, du Neketsu sur les personnages féminins qu'on avait oubliés pendant de très longues années. Après, je pense qu'on a en tout cas pour l'histoire du personnage féminin, là on s'est beaucoup concentré sur les mangas shonen. Donc il y a eu quand même beaucoup de mangas de sport qui étaient shoujo et qui prônaient les mêmes valeurs, mais ça n'a pas eu le même retentissement en France. Non, mais c'est vrai que quand tu dis Neketsu, les gens pensent à shonen. Oui. Parce qu'on dit shonen Neketsu depuis très longtemps aussi. Hein. Oui. Et du coup, moi je pense qu'il y a aussi cette idée que Neketsu Kan, donc Kan c'est vraiment la masculinité, a été raccourci, quoi.
en neketsu pour être perçu aussi comme quelque chose de plus féminin, parce que le lectorat s'est féminisé, mais aussi l'industrie de l'édition et du manga en général. Ouais, je pense qu'il y a un vrai tout, et de toute façon, le terme évolue et va encore évoluer. Oui, je pense, et qu'on n'arrivera jamais à définir le mot neketsu. Parlons des codes quelques instants, faisons vite. Est-ce que ce ne sont pas des codes naturels finalement, les codes qu'on retrouve dans le neketsu, dans le sens où finalement tout le monde et personne ne les a créés. Tezuka et des inconnus ont créé ces codes, et que malgré tout ça forme un canevas, qu'on le veuille ou non. Bah moi je pense que... Parce que les Français n'ont pas inventé ça comme ça par hasard non plus. Bah je pense que c'est peut-être un truc qui s'est... on parlait de Campbell... où on a agrégé des choses autour d'un espèce d'état d'esprit qui nous a permis d'agréger des codes entre guillemets, mais c'est peut-être nous qui les avons créés. Moi, si je devais juste citer le code principal, pour moi ce serait le neketsu, c'est la passion. Donc si on peut synthétiser le concept, c'est l'histoire d'un héros qui est capable de se transcender et de fédérer les autres autour de sa propre passion, son feu intérieur, quoi. C'est une espèce de soleil, tu vois, qui attire tout le monde et qui est le moteur de l'histoire, quoi. C'est comme ça que je résumerais en gros le concept de neketsu. Après, mais ça renvoie un petit peu à Campbell quand même, puisque du coup il y a l'appel à l'aventure, le héros doit accepter ou décliner, ensuite il y a le cheminement d'épreuves, réussite, oui, mais échec, en fait, si tu veux, Campbell, tu peux réalisation du but, du gain. Campbell, tu peux l'appliquer dans un polar, tu vois, c'est un truc vraiment, au final, tu peux l'appliquer à tout ce que tu veux, quoi. Donc, en vrai, après, moi, si je devais donner des codes, personnellement, à ce que je définirais comme le neketsu, même si c'est pas tellement un terme que j'ai utilisé avant vraiment de m'intéresser, vraiment de près au manga, tu vois, quand j'en lisais, que j'étais gamin, je connaissais même pas le mot, je pense. Et mais voilà, maintenant si je devais donner des codes, ce serait effectivement un héros au sang chaud, avec une passion, pour moi c'est des pouvoirs magiques, une initiation, des épreuves, dont un tournoi a priori, des compagnons, dont un rival qui devient ton pote, qui va devenir ton pote, une puissance qui progresse, une transcendance, quoi, en gros. Et ça revient aussi à la légende du roi singe finalement. Oui, voilà, en fait c'est une espèce de... c'est le récit d'apprentissage, récit initiatique, quoi. Moi je vais compléter un petit peu cette liste. Le garçon est quand même souvent orphelin, ou vit séparé de ses parents, la recherche du père est quand même un thème récurrent. Il y a un problème avec la famille. Ouais, clairement. Avec le père. Il y a une quête qu'il veut absolument réaliser, quels que soient les obstacles. Je veux devenir le meilleur sumo, je veux devenir le meilleur quelque chose. Je vais trouver One Piece 99, pardon. Collector. Je vais trouver le One Piece 100 aussi, c'est la prochaine étape. Donc il doit être honnête, innocent, naïf. Ah, c'est beau. Pur. Il doit être doté de capacités ou de pouvoirs hors normes, parfois magiques, donc il suffit d'avoir des pouvoirs, mais pas forcément c'est hors normes. Ouais, oui, voilà. C'est pas forcément magique. Et c'est surtout hors normes. Ouais. Tu vois, Asta dans Black Clover, mais c'est hors norme. Il est hors norme parce qu'il n'y a pas de peur. Donc les amis durant la quête, la lutte contre le mal, les premiers adversaires qui deviennent des compagnons, c'est aussi un poncif, tu vois, qu'on retrouve. Et c'est souvent le personnage neketsu qui arrive à le convaincre d'être... Oui, par sa passion. C'est ça. Non, par sa débilité. Oui, et il y a évidemment autant de contre-exemples que d'exemples. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est aussi très, très intéressant. Il y avait le tournoi, ça t'en a parlé. Il y a aussi le moment où, quand il est sur le point de perdre ou de mourir, il a son envie, son neketsu qui se révèle et qui lui permet de passer, de passer l'étape. Et puis il y a toute la transcendance. Le principe, pour moi, le shonen neketsu, dans la manière dont je l'ai toujours entrevu, c'est que le personnage doit effectuer une quête de transcendance pour s'élever au-dessus des autres êtres humains, pour utiliser son gain pour réussir à apporter ce qu'il voulait apporter et à accomplir son but. Et finalement, son but personnel égoïste n'est peut-être pas la finalité, n'est jamais quasiment la finalité d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais pas laisser Max parler, parce que ça résume ce que je voulais dire. Parce que toi, en fait, tu disais que le point principal du neketsu, c'était la passion, sauf que tu as enchaîné très rapidement sur le fait que tu as la transcendance. Maxime reparle de transcendance, et moi, c'est vrai que pour moi, le neketsu, ça se résume en 3 mots, c'est le dépassement de soi. Et pour moi, le neketsu, c'est totalement ça, c'est la transcendance si tu fais qu'un mot, mais le dépassement de soi, si on est en bon français. Scrabble. C'est ça, en fait, le neketsu. Tu vas au-delà de ce que tu es, de ce que tu peux être, etc. Voilà. En France, comment on utilise ce mot ? On l'utilise comme on vient d'en parler avec Johnny. Est-ce qu'on a fait une création d'esprit Frenchy ou d'esprit occidentaux avec ce mot ? Je sais pas, mais moi j'ai recherché et c'est vrai qu'il
a priori, le terme, il apparaît pas forcément très rapidement en France. J'ai vu vite fait, il y a des commentaires. Milieu des années 2000 peut-être hein. Non mais 2000, 2006, tu trouves sur des forums un mec qui a dit un jour Neketsu, on sait pas d'où il l'a sorti, toi. Il a peut-être lu une traduction quelque part. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'était une traduction. En France, on utilise le shonen Neketsu, mais Julie, tu nous le disais, au Japon, c'est pas forcément en tout cas, moi, j'ai trouvé dans un dico du manga français, édité en 2008. Donc assez ancien finalement. Bah ouais, maintenant. Non, mais c'est important justement, tu vois, dès 2008. Mais donc, je vous la lis en entier. Vas-y, Neketsu, adjectif. Littéralement sang brûlant en japonais. Devenu un qualificatif dans l'univers des mangas, ce terme induisant exaltation est aujourd'hui synonyme de survolté, trépidant, épique, voire déjanté. Il s'applique en particulier aux œuvres des séries shonen avec un léger glissement de sens. Au Japon, en effet, le qualificatif Neketsu induit clairement l'idée d'agitation, de délire à la manière d'un Tex Avery. Ok. Ah là 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 là. Tandis qu'en France, Neketsu est davantage associé au thème du dépassement de soi, bravo Johnny, du courage, de l'implication, voire du sacrifice. Autant de vertus qui rejoignent la mystique virile du combattant telle qu'elle est prônée dans l'imaginaire traditionnel japonais et qu'au Japon, on évoquerait plutôt à travers des termes comme Neshin, donc le cœur brûlant, ou Ishokeme, se donner corps et âme. Ah oui, ça je connais. Voilà. C'est une belle définition. C'est une belle définition. Assez complète. Non, mais on retiendra Tex Avery. Ouais, je pense que c'est surtout ça qu'on va Le monde fou, quoi. Ouais. Avec la bouche qui descend. Ouais. Moi je dirais que en fait pour revenir au français, comment nous on a capté ce mot entre guillemets, pour moi Neketsu c'est vraiment typiquement ce que j'appelle un terme de spécialiste ou de fan de manga, vraiment du fan qui se sent un peu c'est comment ton dire fan. Non mais un savoir que les autres n'ont pas, tu vois. J'utilise un mot un peu technique, carte passe. Mais en fait du coup, comme tout ce qu'on vient de dire, c'est que la définition elle en devient un peu floue, parce qu'en vrai ça parle pas vraiment au plus grand, même je pense dans l'édition, tu vois. Même dans l'édition de BD et tout, tout le monde sait ce que c'est qu'un shonen. Je pense pas que tout le monde sache ce que c'est qu'un Neketsu. Faut déjà quand même être un petit peu. Mais je pense que nos auditeurs. Au fait. Ah bah nos auditeurs, oui. Je pense que. Moi, je pense qu'ils sont fans de manga et qu'ils l'utilisent le mot. Je pense qu'ils savent tous ce que c'est que Neketsu, mais je pense que c'est vraiment un terme dont chacun peut avoir sa propre définition. Tu penses qu'il a été galvaudé ? Bah je pense que oui, je pense qu'il a été galvaudé. Bah tu vois tous les codes qu'on a un peu égrenés tout à l'heure là. On va dire que globalement ça s'applique à ce qu'on peut appeler le shonen d'aventure, quoi. En gros, Dragon Ball, One Piece, Naruto, tu vois. Et donc pour moi, je pense que quand aujourd'hui un Français, un fan de manga un peu spécialiste utilise le terme Neketsu, il a ça en tête, quoi. Il a en gros en tête un shonen du Jump ou un shonen, tu vois, avec tous ses codes, avec le héros qui a les pouvoirs et tout. Et dans le milieu de l'édition manga ? Et au niveau de l'édition manga, je pense pas que ce soit un terme qui soit vraiment si, en tout cas segmentant entre guillemets. J'en avais parlé à Satoko Inaba, qui est la directrice éditoriale des éditions Glénat manga, et elle me disait elle que elle sait bien ce que c'est que le Neketsu. Elle est japonaise donc elle connaît très bien le mot, tu vois. Mais elle me dit, moi j'envisage jamais mes publications sous ce prisme, est-ce que je publie un Neketsu ou non. Pour elle, c'est vraiment un élément de jargon qui va servir à faire parler les gens qui ont envie d'étaler leur science sur un truc. Mais elle, quand elle publie un titre, c'est un shonen de tel type, de tel genre, justement plutôt comédie romantique, plutôt SF, plutôt ce que tu veux. De tel mag de prépub, plutôt dans tel mag et tout. Mais en soi, si c'est un Neketsu ou pas, même elle, je pense qu'elle se dit que c'est un truc du passé, quoi, le Neketsu. En alors, gros, pour le coup, je pense que Ahmed Heinz doit être carrément le contraire, parce que mais du coup, c'est marrant. Clairement, lui, il a axé ça en termes. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, là, c'est mon avis, attention. Hein. Il a axé ça en termes d'argument commercial. Genre, le shonen Neketsu, c'est celui. Alors, le shonen, ça fait vendre en France, c'est la grande part en termes de vente. Mais le shonen Neketsu est encore plus grand, et quand il le sort en termes et qu'il le sort en interview, il sait que ça aura plus de portée de dire shonen Neketsu que juste shonen. C'est peut-être après ça. Enfin, je pense que c'est ça. Non, mais c'est peut-être après ça. Du coup, sa stratégie éditoriale de s'adresser à son cœur de cible, qui est le lectorat de shonen un peu spécialiste, et du coup s'appuyer sur eux. Plutôt bien avec My Hero et Jujutsu derrière. C'est une stratégie qui se tient, quoi. Après, je pense que Satoko, elle est plus dans un truc de, tu sais, Glénat, c'est le gros éditeur, on veut vraiment s'adresser à. Ils ont pas besoin de dire que One Piece c'est un shonen Neketsu pour le vendre. D'autant qu'il a chouiné Luffy, donc à partir du moment où il chouine, c'est fini. Le Neketsu est mort. Il est devenu Deku. Il est devenu Deku, exactement. Aïe. Mais tu vois, lui c'est pareil. Il avait pas de pouvoir et il en a eu un. Tu vois, c'est le dépassement de soi.
De qui tu parles? De Luffy. Bah si, il a mangé très tôt. Non mais au début il avait pas de pouvoir. On est d'accord que c'était un mec normal. Mais c'était un enfant. Bah il avait 7 ans. Oui mais c'était un enfant nul. C'était un enfant qui pouvait à cause de lui, l'un des plus grands pirates du monde s'est fait bouffer le bras. C'était un enfant de 2010. Mais quelle est la citation exacte? Bon, bref, en tout cas on a compris. En France on l'accorde toujours Neketsu donc au shonen manga. Donc moi c'est ça, hein, un manga pour jeunes, donc en tout cas pour jeunes garçons. Est-ce que c'est forcément passionné, agité? Est-ce qu'il faut exhorter à tout prix la jeunesse à aller au-delà de ses limites? Évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette énergie, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous trop hyperactifs, donc il faut bien à un moment donné canaliser tout ça. Et brûler son énergie, c'est ça qu'on dit pas assez, parce que les enfants, ça remue beaucoup, donc si tu leur fais brûler leur énergie, ils font des meilleures nuits après. C'est une théorie. C'est un truc de parents, le Neketsu. Ouais, Neketsu. Bon, finalement, alors, c'est quoi? C'est quoi le Neketsu? Comment on définit? Il n'y a pas de réponse. Hein. Non, je pense que c'est un peu compliqué. Julie, allez, conclue. Je vais essayer. Donc, en tout cas, pour moi, le Neketsu, c'est quelque chose qui est une composante du manga moderne. Et donc, c'est quelque chose qui est très peu perceptible. Ça fait partie de ce qu'on attend d'un manga, on va dire, shonen. Et donc, c'est une conception des choses qui vraiment s'est transmise de façon très lente, qui a vraiment infusé plusieurs strates. Donc, presque tous les mangas sont Neketsu et presque aucun manga n'est Neketsu. En tout cas, il y a toujours cet échappatoire de... il y a toujours un personnage qui veut voir bigger than life. Quoi, je peux jamais devenir champion machin? C'est pas grave, je ferai 140 pompes tous les jours. Enfin, et ouais, il est là, quoi. Robin? Moi, ce qui est ambigu avec le Neketsu, c'est qu'à la fois j'ai l'impression que ça désigne quelque chose de super précis, tu vois, on disait un genre avec ses codes, sa structure, son schéma, nanana, et de très flou, puisqu'en fait au final chacun semble avoir sa propre définition du genre Neketsu, quoi. Et on n'arrive même pas à la fin de cette émission, ça fait quand même plus d'une heure qu'on parle du sujet et on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est, quoi. Parce que je pense que le concept il s'applique aussi bien aux œuvres que à leurs personnages. Moi je parlais surtout des personnages, mais aussi de leurs créateurs, quoi. En vrai, quand t'es auteur de manga, t'es Neketsu, quoi. T'es passionné. Le Neketsu, c'est le bouillonnement, c'est la passion. Et c'est 3 pages par jour. Ouais. Et je pense qu'au final, c'est ça. Je pense que si tu peux même généraliser, tu peux dire que le manga au sens large, c'est Neketsu, quoi. C'est un univers de passion, quoi. Julie, tu voulais rebondir? Ouais, parce que le résultat de, comme dit Robin, c'est que le Neketsu, il a tellement influencé finalement la façon de voir les choses que c'est les mangaka d'aujourd'hui qui font partie de cet univers qui perpétue. Alors c'est un peu compliqué, mais on va prendre un exemple. Et pour moi, le plus parlant, c'est celui de l'auteur Toyotaro, qui dessine en ce moment Dragon Ball Super. Et donc, Toyotaro, il est devenu en quelque sorte une partie de l'œuvre qu'il admirait quand il était enfant, quand il était amateur, parce qu'il a pris la suite de Toriyama et donc il va perpétuer cet univers qu'il admirait tant, quoi. Mais je pense que ça s'applique même aux lecteurs, quoi, parce qu'en vrai les lecteurs maintenant, faut voir sur les réseaux sociaux quand même, les fans de manga ils sont méga Neketsu, quoi. Les mecs ils sont un peu trop, et les filles aussi d'ailleurs, tout le monde tout le monde brûle d'une passion complètement ce que Clémence nous racontait cet été dans l'émission sur l'école, avec les enfants les lycéens qui étaient prêts à se battre pour affirmer leur idée sur des personnages de manga. Après ils ont des problèmes. Voilà, Johnny, c'est quoi finalement le Neketsu alors? Je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que j'ai parlé du dépassement de soi et je pense que si Kanya était là, il l'aurait dit, mais à aucun moment, aucun de vous n'a dit il y a la force de l'amitié là-dedans. Et je trouve ça fou parce qu'en vrai, le Neketsu, c'est aussi la force de l'amitié. Vous n'êtes pas seul dans le dépassement de soi, vous êtes dans le dépassement de tout le monde, en fait. Il y a énormément de gens autour de vous. Et quand vous êtes dans la merde, que vous allez crever, il y a la force de l'amitié qui est là pour vous sauver. C'est vrai. Voilà. Et personne ne dit. C'est très beau. Et pour conclure cette émission, je peux entendre que le Neketsu est mort. Oh. Mais quand le Neketsu est mort, vive le Neketsu. Le Neketsu est immortel et il va mourir et il va se renouveler et évoluer sans cesse. Cette émission sera ainsi certainement plus valable dans quelques mois. Tout ce qu'on va dire sera totalement fucked up. Et elle redeviendra pertinente quelques années après. Phoenix. Et ça va peut-être revenir dans quelques années si on a de la chance. Mais voilà, le Neketsu, c'est le feu. C'est le feu, c'est bouillant. C'est la passion, c'est l'amitié, c'est énormément de choses. C'est aussi un canvas, mais je pense qu'il n'y a plus aucune définition valable aujourd'hui.
tout simplement. Et je pense que oui, il faut pas forcément l'utiliser à tort ou à raison, mais voilà, utilisons-le. C'est un mot de la langue. Bah ouais. En fait, on fait presque de la philo là. C'est-à-dire qu'on est en train de définir un concept, quoi. Et finalement, arrête, il y a un mec qui va sortir ça. C'est hyper diffus, quoi. Non, mais en vrai, c'est ça, quoi. C'est ça qui fait que c'est beau, c'est que c'est à la fois évident et diffus. Et très flou, quoi. Tout à fait. Merci d'avoir écouté cette 5e de couve. J'espère que cette petite piqûre de rappel vous a fait du bien, même si vous aviez déjà écouté cette émission une première fois. Ça fait jamais de mal d'écouter 2 fois la même émission. Non, mais surtout que là, en plus, il y a quand même des notions un petit peu importantes. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission light, pour une Club 5DC. Et puis, on revient dans 2 semaines avec une très grosse thématique. Bonne semaine. Ciao. Salut.